Ce soir, l'industrie de la musique pleure la disparition d'une étoile filante. La chanteuse Amy Winehouse a été retrouvée morte chez elle. Amy Winehouse et sa musique ont conquis des millions de fans. Son album Back to Black, maintes fois récompensé, s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Le public a été touché par sa voix puissante, ses paroles sincères et son attitude terre à terre. To be honest, this is really high end for me, you know. Like, this isn't the kind of thing I'm used to, you know. Like Sir Andrew Lloyd Webber, like, he's up here, and I'm like, all I can think about is the fact that he looks like my Uncle Ron. Le 23 juillet 2011 à 15 h, Amy Winehouse est retrouvée morte à son domicile de Camden, au nord de Londres. Le médecin légiste conclut qu'elle a succombé à un abus d'alcool. Ce n'était un secret pour personne qu'Amy Winehouse avait de graves problèmes de dépendance. Mais dans les semaines précédant son décès, elle avait fait d'énormes progrès. Elle avait arrêté la drogue et essayé de combattre son alcoolisme. Alors pourquoi tout à coup s'est-elle saoulée à mort? Le docteur Jason Payne James est un expert en médecine légale de renommée mondiale. À la demande de la National Crime Agency, de Scotland Yard et des gouvernements britanniques et américains, il a notamment travaillé sur les meurtres de Soham et l'affaire Baby P. Grâce aux informations recueillies pendant l'autopsie, aux indices trouvés lors de l'enquête et aux témoignages, nous allons reconstituer les derniers jours et les dernières heures d'Amy Winehouse. Comment l'alcool l'a tuée? Était-ce la seule cause du décès? 18 juin 2011, à Belgrade, en Serbie. 5 semaines avant sa mort, Amy Winehouse s'apprête à monter sur scène pour la première date d'une tournée européenne de 12 jours. Après une série de concerts ratés, elle est sous pression. Sa carrière est sur la sellette. Amy n'allait pas bien du tout. Elle avait renoué avec ses vieux démons. Sa vie privée était sans dessus-dessous. C'était l'heure de vérité. Elle s'apprêtait à donner son premier vrai concert depuis un bout de temps. Il fallait faire taire les critiques, une bonne fois pour toutes. Elle faisait de gros efforts pour se reprendre en main et assurer le spectacle. Alors du coup, on a repris espoir. Comme elle allait mieux, on a cru qu'elle ferait son grand retour. Mais c'est un désastre. Comme le montrent ces images, Amy est saoule et parvient à peine à chanter. C'était affreux. Du grand n'importe quoi. On a compris que ça ne pouvait pas durer. On a joué plus d'1 heure, mais on n'a pas réussi à finir une seule chanson. Ça m'a brisé le cœur de la voir comme ça. Southgate, au nord de Londres, 1997. Dès sa plus tendre enfance, Amy a un don pour la musique. À 14 ans, elle commence à écrire ses chansons. Growing up, I just thought, when you're happy or sad, you know, you sing. À 16 ans, elle devient choriste dans un orchestre de jazz et se fait remarquer par le producteur Simon Fuller. My music is the only area in my life where I'm fully confident and fully embrace everything, you know what I mean? So yeah. Elle n'a que 20 ans lorsqu'en 2003, elle accède à la célébrité avec son premier album intitulé Frank. Elle était parmi les meilleures. Elle avait un talent fou. Ça nous arrivait de pleurer pendant les répétitions, tellement c'était beau. Sa musique est intemporelle. Elle vous fait rire, pleurer. C'est ça, Amy. Music is the most influential thing on my entire life and will be, you know, until I die.
Son talent saute aux yeux dans le premier single de l'album Back to Black, sorti en 2006. Avec son célèbre chignon choucroute et son look rétro, elle est reconnaissable entre mille. La première chose qu'on remarque quand on voit Amy Winehouse, c'est son énorme chignon, ses bras couverts de tatouages et ses implants mammaires. Tout cela suggère qu'elle était extrêmement soucieuse de son physique et de l'image qu'elle renvoyait. Le style et le succès d'Amy sont rapidement éclipsés par ses problèmes de dépendance. Ses crises de colère, son comportement étrange et ses nombreuses cures de désintoxication font la une de la presse à scandale. Elle était très émotive, très sensible et par conséquent très vulnérable. Quand on devient célèbre, c'est plus difficile de démêler le vrai du faux. Ça vous plairait que tous les regards soient braqués sur vous en permanence? Il y avait des hordes de paparazzi devant chez elle. Elle n'était pas prête à devenir une star. Elle n'était pas faite pour ça. 22 juin 2011, dans le quartier de Camden, à Londres. Un mois avant sa mort, Amy rentre chez elle après son concert raté en Serbie. Sa tournée européenne vient d'être annulée. Elle ne montera plus jamais sur scène. Ça l'a frappée de plein fouet. Elle savait ce qui se passait, mais elle avait beaucoup de mal à l'accepter. 4 semaines plus tard, Amy Winehouse sera retrouvée morte à son domicile. Le résultat des examens pratiqués lors de l'autopsie est surprenant. Le rapport toxicologique révèle qu'Amy prenait un médicament sur ordonnance appelé Librium. Il appartient à la classe des benzodiazépines. Il est utilisé dans le traitement de l'alcoolisme. Il permet également de soulager les symptômes liés au sevrage. C'est étrange parce que d'un côté, Amy est morte d'un abus d'alcool et de l'autre, elle essayait activement de soigner sa dépendance. Tout porte à croire qu'Amy Winehouse voulait se ressaisir et reprendre le contrôle de sa vie. Son nouveau petit ami ne vivait pas dans son ombre. Il avait sa propre carrière. Sa créativité était une source d'inspiration pour elle. Elle s'était remise à écrire, elle faisait des projets. Ils voulaient fêter son anniversaire ensemble à Sainte-Lucie en septembre. Ils envisageaient même de se marier. Il semblerait qu'Amy était bien décidée à régler son problème d'alcoolisme. Elle était sur la bonne voie. Alors pourquoi a-t-elle rechuté d'un seul coup? Pourquoi a-t-elle bu autant cette nuit-là? Les résultats de l'examen toxicologique sont effarants. Son taux d'alcool dans le sang était de 4,16 g. C'est plus de 5 fois le taux légal au volant. L'alcool passe dans le sang et monte jusqu'au cerveau, où il peut avoir un effet néfaste sur le centre de contrôle de la respiration. Cela peut entraîner une hypoventilation et un arrêt respiratoire. 2 à 3 minutes plus tard, le cœur s'arrête de battre. L'oxygène n'arrive plus jusqu'au cerveau et on meurt. Mais la mort d'Amy Winehouse reste un mystère. D'un côté, elle prenait du Librium, un médicament sur ordonnance pour lutter contre l'alcoolisme, et de l'autre, elle est morte d'un abus d'alcool. Était-ce la seule cause du décès, ou y avait-il d'autres facteurs en jeu? Un témoin oculaire semble fournir un début de piste. Le jour où le corps d'Amy a été retrouvé, il y avait du vomi dans la cuvette des toilettes. Était-ce lié à son alcoolisme ou à une autre maladie? Jeudi 21 juillet 2011, à Camden. 2 jours avant de mourir, Amy Winehouse est chez elle avec son garde du corps, Andrew Morris. Elle adorait le poulet frit, la cuisine indienne, chinoise, thaï.
Les salades et les plats équilibrés, c'était pas son truc. Tant qu'il y avait du poulet au curry, elle était contente. Son penchant pour les plats riches cache un problème plus profond. L'enquête a révélé qu'Amy Winehouse était boulimique. La boulimie est un trouble du comportement alimentaire qui se manifeste par des ingestions excessives de nourriture. Pour contrôler son poids, la personne boulimique se purge en prenant des laxatifs ou en se faisant vomir. Southgate, au nord de Londres, en l'an 2000. Amy Winehouse a 17 ans. Elle s'était fait de nouvelles amies. Elle faisait souvent la fête ensemble, se goinfrait. Dès qu'elle se voyait, elle s'empiffrait. Double ration. Mais bien sûr, comme toutes les ados, elle surveillait leur ligne. Alors il fallait évacuer, se faire vomir pour rester mince. Beaucoup de jeunes filles arrivent à s'en sortir, mais ça n'a pas été le cas pour Amy. Elle s'empiffrait pendant une journée entière, à s'en rendre malade toute la nuit et même le lendemain. Puis elle n'avalait plus rien pendant 5 jours, sauf des bonbons pour le sucre, et s'empiffrait de nouveau la semaine d'après. La boulimie peut entraîner de graves conséquences pour la santé. Une rupture de l'estomac ou de l'ésophage et surtout une perte d'électrolytes ou sels minéraux. Le sodium et le potassium, par exemple, génèrent de l'énergie, permettent de contracter les muscles et de faire circuler les fluides dans le corps. La purge entraîne la déshydratation et la perte d'électrolytes. Elle peut provoquer une arythmie, voire une insuffisance cardiaque. Puisqu'Amy Winehouse était boulimique, elle souffrait peut-être d'un désordre électrolytique. Elle buvait régulièrement et son alcoolémie était élevée. Les deux réunis auraient pu affecter le fonctionnement du cœur, voire causer un arrêt cardiaque. La boulimie a-t-elle provoqué la mort d'Amy? Son frère Alex en est convaincu. Selon son ancien styliste, les deux coupables seraient la boulimie et l'alcool. Ces troubles de l'alimentation auraient mis son corps à rude épreuve. Au cours de l'enquête, son médecin généraliste déclarera qu'elle avait refusé tout suivi psychiatrique, craignant que cela n'affecte sa créativité artistique. Ces photos ont été prises quelques jours avant sa mort. Elle avait l'air heureuse, en bonne santé. Aucun signe de malnutrition. Mais la boulimie est rarement la cause directe du décès. Toutefois, elle peut être symptomatique de problèmes plus graves. Il faut chercher ailleurs. Vendredi 22 juillet 2011, la veille de sa mort, Camden. À 14 h, sa mère Janice lui rend visite. Hello, Tom. How are you? Elle n'a pas vu sa fille depuis plusieurs semaines. À son arrivée, Amy est toujours au lit. C'est son garde du corps, Andrew, qui doit la laver et l'habiller. Lors de l'enquête, Janice déclarera qu'elle a attendu une demi-heure et qu'Andrew a dû porter Amy jusqu'au rez-de-chaussée. Elle ajoutera que sa fille empestait l'alcool et qu'elle arrivait à peine à s'exprimer. 24 heures avant sa mort, il est clair qu'Amy s'est remise à boire malgré sa volonté de rester sobre et malgré les risques. Son médecin traitant a dit au médecin légiste « J'ai longtemps expliqué à Amy les conséquences que pouvait entraîner l'abus d'alcool, notamment la dépression respiratoire et la mort. » Elle était donc parfaitement consciente du danger qu'elle courait. Mais pour une raison ou une autre, elle n'a pas voulu ou pas pu suivre les conseils du médecin. Son alcoolisme et sa boulimie étaient peut-être révélateurs d'une pathologie plus grave. Une fois ses problèmes d'addiction rendus publics, Amy devient la proie des paparazzi. Leurs photos laissent entrevoir d'importants troubles du comportement.
Sur cette photo, en date du 20 mars 2008, on voit très clairement que son épaule et son bras gauche sont couverts de nombreuses plaies superficielles, sûrement des incisions. Celle-ci a été prise le 6 août 2009. C'est le même bras. Les coupures précédentes ont cicatrisé, mais il y en a d'autres du même genre sur l'avant-bras. C'est caractéristique de l'automutilation. La plupart du temps, elle se faisait ce que j'appelle des coupures de frustration. Des fois, c'était à des endroits que personne ne pouvait voir. Ce n'était pas un appel au secours. C'était pour se faire du mal. Elle s'automutilait tous les jours. Les causes de l'automutilation sont très variées. Ça peut être un moyen de gérer le stress, la frustration ou la colère, ou d'évacuer la souffrance. La fragilité d'Amy Winehouse trouve son origine dans un événement qui a bouleversé sa vie alors qu'elle n'était qu'une enfant. Amy Jed Winehouse naît le 14 septembre 1983 à Southgate, au nord de Londres. Son père Mitch est chauffeur de taxi et sa mère Janice est pharmacienne. C'était un garçon manqué. Elle jouait tout le temps dehors, elle grimpait aux arbres, elle avait toujours les genoux écorchés. Elle n'aimait pas les froufrous et les rubans. Bref, c'était une gamine comme les autres. Espiègle et culottée, Amy a une enfance heureuse. Mais en 1992, elle n'a que 9 ans lorsque sa vie bascule. Son père quitte sa mère pour une autre femme. Elle a été anéantie lorsque son père a quitté le domicile conjugal. Elle ne s'y attendait pas du tout. Du jour au lendemain, son père adoré n'était plus là. C'était son premier amour et il venait d'abandonner sa famille pour une autre femme. Les enfants ont tendance à voir les choses en noir et blanc. C'est possible qu'elle se soit culpabilisée. Elle s'est peut-être dit « si j'avais été autrement, il serait resté ». Dans ce genre de situation, un enfant peut se sentir rejeté, perdu, abandonné. Il est tout à fait probable que ce traumatisme l'ait marqué à vie. Des années plus tard, lors d'une interview, Amy confiera que sa musique l'a toujours aidée à surmonter les émotions négatives. Après son départ, son père continuera de la voir régulièrement. Mais ce traumatisme a sûrement contribué au déclenchement d'un comportement autodestructeur. Amy commencera à s'automutiler dès l'année suivante. Elle avait 9 ans. C'est très jeune pour adopter ce genre de comportement. Je pense qu'elle ne voulait surtout pas montrer qu'elle souffrait énormément. Elle ne voulait rejeter la faute sur personne d'autre. Alors, elle a préféré s'en prendre à elle-même pour gérer sa souffrance en secret. À 15 ans, elle se fait faire son tout premier tatouage. Comme elle le dira plus tard dans une interview, c'est pour elle une autre forme d'automutilation. Elle confiera « C'est une façon de souffrir pour les choses qui comptent à mes yeux. En fait, j'aime la douleur, ça me soulage. » Son succès grandissant semble encourager son comportement autodestructeur. Le 12 février 2008, Amy remporte 5 Grammy Awards. C'est le couronnement de sa carrière. Mais en privé, les actes d'automutilation se multiplient. 3 semaines plus tôt, elle menace même de se suicider.
24 janvier 2008, dans les quartiers nord de Londres. 3 ans avant sa mort. Sa maison de disques lui donne un ultimatum. Son contrat sera annulé si elle ne suit pas une cure de désintoxication. Son père Mitch l'emmène dans une clinique privée. D'un seul coup, elle a craqué. Elle s'est mise à donner des coups de pied. Mais Blake est toxicomane. Et bientôt, il l'entraînera dans la spirale infernale des drogues dures. Avril 2007, 4 ans avant sa mort, dans le quartier d'East London. Dans une chambre d'hôtel accompagnée de Blake, Amy fume de l'héroïne pour la première fois de sa vie. Quelques semaines plus tard, elle y deviendra accro. Quand je venais la réveiller, à peine émergée, elle se préparait une ligne d'héroïne sur du papier alu pour la fumer. Tout ça avant même de quitter la chambre. Elle avait des hallucinations. Elle était parano. Elle voyait des trucs qui n'existaient pas. Plus tard, Blake assumera la responsabilité d'avoir initié Amy à l'héroïne. I've admitted that I was there when she had it first time. Yeah, it was my doing. I don't know if she would have ever experienced it without me. L'héroïne est un produit extrêmement addictif. Il est très facile de s'en procurer. Elle est issue de la morphine, qui elle-même est issue du pavot. Elle est souvent coupée avec d'autres substances, notamment de l'amidon ou du lait en poudre. Lorsque l'héroïne est inhalée, les molécules se lient aux récepteurs opiacés situés dans le système de récompense du cerveau. Cela entraîne la libération de dopamine qui crée une sensation de plaisir. Avec tous les stupéfiants, il y a un risque d'overdose. Mais si on mélange héroïne, alcool et sédatifs, je pense notamment au Librium, ce risque augmente considérablement. Amy avait-elle consommé de la drogue le soir de sa mort? Vendredi 22 juillet 2011, Camden, 23 h. Un certain Tony Azarpadi soutient être monté dans un taxi avec Amy. Ce type aurait appelé un dealer de Hampstead. Il se serait rendu là-bas en taxi avec Amy, où elle aurait acheté pour 1200 livres de crack et d'héroïne. Toujours d'après Tony Azarpadi, la chanteuse l'aurait ensuite déposée à Archway, au nord de Londres, avant de rentrer chez elle au petit matin. La famille d'Amy dément formellement. Pourtant, sa dépendance au crack n'était un secret pour personne. Ses proches auraient dû se rendre compte qu'elle était malade. Elle avait besoin d'aide. Mais personne n'a réagi. Fumer du crack peut entraîner de graves conséquences. Les effets psychologiques vont de l'anxiété à la paranoïa, en passant par les comportements étranges. Physiquement, le crack augmente les risques de convulsions et de crises cardiaques. Mélangé avec d'autres substances, notamment l'alcool, il est encore plus dangereux. La consommation combinée d'alcool et de cocaïne entraîne la formation d'une substance toxique appelée cocaéthylène qui augmente le risque de crise d'épilepsie, d'infarctus et d'AVC. Le mélange de substances illicites a déjà failli tuer Amy. 6 août 2007, Camden. Elle frôlait la mort en permanence. Parfois, elle allait tellement mal qu'elle faisait la fête et se droguait pendant 6 jours d'affilée, sans dormir. Elle pleurait dans son sommeil. C'était dur à voir, parce que de toute évidence, elle était encore sous l'emprise de la drogue. Selon une source anonyme citée dans un journal britannique, Amy a fait une crise d'épilepsie après avoir mélangé vodka, héroïne, cocaïne, méthamphétamine et kétamine pendant 3 jours.
Certaines crises d'épilepsie peuvent entraîner la mort. Le passage du contenu de l'estomac dans les voies aériennes peut notamment provoquer une hypoventilation et un arrêt respiratoire. Or, d'après le médecin légiste, c'est précisément ce qui a tué Amy. Elle aurait fait au moins 4 crises de ce genre au cours de l'année suivante. Alors, aurait-elle pu succomber à un mélange d'alcool et de drogue? D'après l'autopsie, son estomac ne contenait pas de cachet au moment du décès. L'examen toxicologique n'a décelé aucune trace de produit illicite dans son organisme. C'est donc qu'elle n'en avait pas pris depuis plusieurs jours. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de matériel de consommation de drogue à son domicile. Son médecin a déclaré qu'elle ne se droguait plus depuis 2 ans. Les substances illicites ont beau avoir joué un rôle important dans sa vie, rien n'indique qu'elles aient contribué à sa mort. À cause des histoires circulant sur lui, Tony Azarpadi est interrogé par la police, mais aucun chef d'inculpation n'est retenu contre lui. « 23 juillet 2011, 4 heures du matin, à Camden. Andrew Morris, le garde du corps d'Amy Winehouse, n'est pas encore couché. Il entend Amy faire du bruit dans sa chambre à l'étage. À partir de là, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Au petit matin, Amy sort de sa chambre et va vomir aux toilettes. Elle se déchausse et, encore tout habillée, s'écroule à plat ventre sur son lit. « 23 juillet 2011, Camden. À 10 heures du matin, Andrew monte voir Amy. Il pense qu'elle dort encore et décide de la laisser se reposer. À 15h30, il retourne la voir et il constate qu'elle n'a pas bougé. Elle ne respire plus. Ambulance, Camden Square, come on. La chanteuse Amy Winehouse a été retrouvée morte à son domicile. Les médias ne parlaient que de ça. Tout le monde était sous le choc. Pourquoi t'as fait ça? T'avais tout pour toi. Il te restait tellement de choses à vivre. On se doutait que ça arriverait un jour. Mais on espérait avoir tort. Je voulais la voir pour lui faire mes adieux. Mais quand on est arrivé chez elle, la police avait sécurisé le périmètre. On n'a pas pu entrer. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans une housse mortuaire. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le public veut à tout prix comprendre comment une artiste aussi brillante a pu disparaître aussi prématurément. Mais personne ne s'attendait aux révélations qui allaient suivre. En épluchant le rapport d'enquête, on apprend qu'Amy souffrait de troubles mentaux non diagnostiqués. Personne n'était au courant, même pas elle. Amy essayait activement de vaincre sa dépendance à l'alcool. Les examens toxicologiques indiquent qu'elle prenait du Librium, un médicament sur ordonnance permettant de soulager les symptômes de sevrage. Mais comme tous les médicaments, il peut entraîner des effets secondaires.
Parmi les effets indésirables, il y a la confusion, les troubles de la coordination des mouvements, la somnolence et les crises d'épilepsie qui peuvent être mortelles. Pris à forte dose, il peut aussi provoquer une dépression respiratoire. La dépression respiratoire causée par les anxiolytiques a notamment contribué à la mort de Marilyn Monroe et de Judy Garland. Selon des études récentes, les anxiolytiques ont entraîné la mort de plus de 17 000 personnes ces 50 dernières années. Les effets secondaires du traitement de sevrage à l'alcool auraient-ils entraîné la mort d'Amy Winehouse? Le Librium n'est dangereux qu'à très forte dose. Or, l'organisme d'Amy n'en contenait que quelques traces. Ça n'a sûrement joué aucun rôle dans sa mort. Le témoignage de son médecin généraliste fournit une autre piste. Elle a déclaré qu'Amy s'était remise à boire le 20 juillet, après 2 semaines d'abstinence, et qu'elle avait pris l'habitude d'alterner période de sevrage et période de beuverie. C'est une information très importante. Après plusieurs jours d'abstinence, l'abus d'alcool comporte des risques. La dose qui était devenue sans danger ne l'est plus. Elle peut entraîner une hypoventilation, voire la mort. Selon moi, ce sont les 48 à 72 heures qu'Amy a passées à boire après une période de sevrage qui l'ont tuée. Elle a fait un arrêt respiratoire, a perdu connaissance et ne s'est jamais réveillée. Mais pourquoi a-t-elle rechuté? La réponse se trouve dans l'un des témoignages recueillis lors de l'enquête. Le docteur Christina Romette a révélé que l'année précédant sa mort, Amy avait vu un psychiatre et un psychologue qui lui avaient conseillé de suivre une thérapie comportementale dialectique. C'est une technique qui permet aux patients de devenir maîtres de ces émotions destructrices et d'apprendre à y faire face pour améliorer sa qualité de vie. C'est la pièce du puzzle qui manquait au Dr Payne James. La thérapie comportementale dialectique a été développée pour traiter les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité borderline ou TPB. Le fait qu'Amy Winehouse ait peut-être souffert de TPB me pousse à envisager sa mort sous un jour nouveau. Les personnalités borderline ont souvent subi un traumatisme pendant l'enfance, un abandon par exemple. Elles ont tendance à avoir un comportement impulsif, voire dangereux, qui peut mener à un abus de stupéfiants et d'alcool et à des troubles alimentaires. Elles ont parfois recours à l'automutilation, aux scarifications et aux menaces de suicide. Leurs émotions sont très intenses et leur changement d'humeur dure de quelques heures à quelques jours. Elles ressentent souvent un sentiment de vide, d'ennui. Elles entretiennent des relations fusionnelles et conflictuelles avec leurs proches. Elles peuvent avoir des accès de colère ou du mal à contenir cette colère. Pour poser le diagnostic de TPB, le patient doit présenter au moins 5 des symptômes que je viens de citer. C'était bien le cas en ce qui concerne Amy. Selon moi, elle souffrait probablement d'un trouble de la personnalité borderline. Cela permet de voir sa mort sous un angle différent. Peut-être qu'elle n'avait aucun contrôle sur son comportement et qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle devait sûrement se dire qu'elle était instable. C'est peut-être pour ça qu'elle est morte aussi jeune.
Si Amy souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, il se peut que ça ait contribué à sa mort. Ça pourrait expliquer en partie son mode de vie et, sur la fin, son comportement dangereux et l'abus d'alcool auquel elle a succombé. Les causes du trouble de la personnalité borderline sont encore mal connues. Il est souvent non ou mal diagnostiqué. Amy faisait partie des 620 000 personnes souffrant de TPB au Royaume-Uni. Pourtant, elle a systématiquement refusé tout suivi psychiatrique. Les patients doivent absolument être encadrés pour réussir à gérer les symptômes et vivre le mieux possible. C'est vraiment dommage qu'Amy n'ait pas voulu suivre une thérapie. Elle ne voulait pas qu'on l'aide à aller mieux. Et ça lui a coûté la vie. Il faut bien comprendre qu'Amy n'avait pas envie de s'en sortir. Sa vie lui convenait très bien comme ça. Pour elle, c'était le seul moyen d'échapper à la folie ambiante. Ironie du sort, il se peut que le hasard ait également joué un rôle dans sa mort. Le fait d'être allongé sur le ventre peut gêner la respiration, surtout si la poitrine est comprimée ou que le nez et la bouche sont obstrués. Si Amy n'était pas tombée dans cette position, elle aurait peut-être survécu. Elle fait partie des grands noms de la musique. Et ce n'est pas près de changer. Amy est une légende. Elle était la digne héritière de Billie Holiday et d'Ella Fitzgerald. Mais sa musique est toujours là, et le monde ne l'oubliera jamais.